Bonjour. 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 Déjà, pour commencer. Déjà, pour commencer, c'est déjà plutôt pas mal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Un concept qu'on a décidé d'appeler Outsider. pour une raison très simple, c'est qu'on va parler de gens qui sont un petit peu underground au monde de l'automobile. Underground, limite, géniaux. Mais pas forcément très reconnus. Voilà. Des gens qui ont un nom qui nous inspire pas grand chose, on se dit pas, mais qu'au final, en creusant un peu, on se dit putain, mais c'est lui. Et oui, on dit ah mais il a fait ça. Et puis après quand on rentre en détail sur la page Wikipédia, on se rend compte que mais what the fuck, mais ils ont fait mais à quel moment on a laissé ça se produire? C'est super profond. Donc voilà, donc c'est un nouveau format qui sera destiné du coup à des personnes alors qu'on connaît moins. Tout ça pour vous dire aujourd'hui que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, parce que non. C'est pas car vertical? Non plus. Ah non. Non, ouais. Bon. Par contre, après, bon, voilà. Si l'un de vous passe par là, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas, nous on est chaud. On est chaud, on attend, il n'y a pas de souci. On se retrouve pourquoi aujourd'hui, mon petit Lino? On va parler de ce genre de véhicule. Waouh. Alors, pas rouge, du coup, mais plutôt rose. Ouais, c'est vu et revu ça quand même, de parler de Formule 1 sur YouTube. Ouais, mais on va pas véritablement parler de Formule 1, mon Nico. On va parler aujourd'hui d'un directeur d'écurie, mais pas n'importe lequel, parce que bon, directeur d'écurie, on connaît tous, hein. On va avoir Mattia Binotto, Fred Vasseur aussi, assez récemment, chez Ferrari. On connaît tous Gunther Steiner aussi, qui pourrait être intéressant à aborder, par contre, voilà, mais plus médiatisé. Là, on va aller chez quelqu'un qui est un petit peu plus niché. En 1955, où globalement est née tout simplement la personne qui va nous intéresser aujourd'hui, qui n'est autre que Vijay Mallya. Et donc Vijay Mallya, un homme d'affaires, plutôt prospère d'ailleurs en Inde, puisque depuis 1983, il a repris justement un pôle assez intéressant, puisqu'il était à la tête d'un groupe de boissons spiritueux. C'est écrit groupe de spiritueux, mais c'est essentiellement de la bière Kingfisher, qui est une des bières les plus vendues en Inde. C'est quand même un business florissant. Voilà. Depuis 1983, il est là avec ses petites binous, en train de tout vendre au calme, faire rentrer du blé, entouré de plein de femmes et tout. Ouais. Vraiment, c'est vraiment l'archétype du self-made man américain. Quoi. Du mec qui réussit fort et qui le montre fort et qui dépense fort. Vous pourrez l'interpréter comme vous le voulez, mais ce cher Vijay, son surnom c'est King of Good Times. King of Good Times. N'importe quoi. Ouais. Déjà, ça annonce un peu la couleur du personnage. Quoi. Ouais. On sait que c'est un personnage en couleur. Hein. Vraiment, c'est très extravagant comme mec. Il y a tellement d'or sur lui que je pense même les gitans n'auraient pas pu tout emporter en un seul voyage. Quoi. Il a fallu plusieurs allers-retours entre Vijay et la caravane. Quoi. Ouais. Mais au-delà de ça, bon, il faut savoir que c'est bien mignon de s'occuper des boissons, mais il y a un moment où quand même c'est relou, dans le sens où Vijay va estimer ne pas faire suffisamment d'argent, et puis bah, c'est bien de se la péter en disant oui, j'ai le premier groupe de bière en Inde, mais il faut quelque chose de plus impressionnant. Avec plus de balls. Ouais, avec des énormes couillasses comme ça. Et pour le coup, il va se dire, bon bah écoute, j'aime bien les femmes. Qu'est-ce qui impressionne les femmes en 2003 ? Qu'est-ce qui impressionne les femmes en 2003 ? La French Touch, non ? L'argent, voilà, l'argent. Et lui, il va décider de montrer tout son argent en tout simplement créant une compagnie aérienne. Parce que ça a quand même de la gueule de se balader dans un avion de ligne privé. C'est ce qu'il va faire. Hein, voilà. Donc dès 2003, il crée sa compagnie qui va s'appeler du coup Kingfisher Airlines. Vous pouvez boire la dite bière. Ouais, je pense. En vol, hein, c'est sûr. Vous pouvez boire la dite bière en vol, et c'est surtout une compagnie aérienne très intéressante dans le sens où il a voulu quelque chose de haut de gamme pour tous les passagers. Ça veut dire que dès 2005, je crois, il y a eu du coup des commandes d'Airbus. Alors il y a eu A380, A320, A317, mais il en a commandé mais une montagne. Ouais. Et vraiment une montagne.
Et comment on fait quand on produit que de la bière pour s'acheter autant de gros porteurs d'avions? Enfin, il y a quand même un petit Airbus quand même, c'est pas un truc que tu gares là dans la rue, tu dis tranquille. Alors du coup, c'est un peu compliqué de trouver des informations, surtout financières là-dessus. Parce que bon, quand là, c'est la Kélos, donc globalement, il n'y a pas beaucoup de... De toute façon, dès lors qu'il y a de l'argent, il y a de l'opacité. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de milliards qui ont été jetés, justement. Et pour ça, on fait appel à quoi? Eh ben, à des banques. Donc, il y a eu des prêts pour créer la société, etc., pour acheter quelques Airbus, quelques ATR aussi. Bonjour, monsieur Fidjai, comment allez-vous? Je cherche à acheter plein d'avions. D'accord, tenez, plusieurs milliards. Merci. Au revoir. Bon de commande, 1, 2, combien? 3, 4 3, 4. Le 9e est offert, hein, au final, je pense qu'il en a commandé pour une petite 15-20 sur ce salon. Puis après, il y a eu le salon de Dubaï où il a recommandé des avions 6 mois après, quoi. Voilà. Parce que c'était pas suffisant. Bref, on n'est pas là pour vous parler d'aéronautique, mais c'est quand même intéressant pour la suite. Vous verrez, ça a des impacts plutôt conséquents sur sa vie. Exactement. Mais sauf que du coup, lui, bon, il a toujours envie d'un next step. C'est un peu ces types-là, avec ces caractéristiques un peu mégalo, tu vois, qui c'est jamais assez pour eux. Il faut toujours plus. C'est là que ça va nous intéresser un petit peu plus. C'est que il va suivre une succession d'achats entre 2006 et 2008 qui n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Alors bon, il a commencé à acheter des avions, donc il a dû débloquer de l'argent auprès de la banque. Mais après, je ne sais pas avec quel argent il est allé s'offrir en 2006 l'un des plus grands yachts du monde. C'est 95 mètres le yacht quand même, balèze. Et il l'achète à la famille royale qatari. En 2007, il achète ce qui va nous intéresser par la suite, Spiker F1 Team, qui va devenir Force India. Et en 2008, des achats intéressants, parce que bon, il est indien, et en vrai, vu que c'est un homme qui est déjà bourré de clichés, pourquoi ne pas acheter une ligue de cricket? Parce que voilà, il faut se rappeler de là d'où on vient et de ses origines, tout ça, quoi. Ça lui a coûté 111 millions de dollars. 111 millions de dollars? Ouais, 111,6 pour être précis. Et comme si c'était pas suffisant, alors là on est en 2008. En 2008, il va faire un autre coup de poker, il va se dire bon allez, j'ai envie d'une maison, je vais acheter la seule propriété de l'île Sainte-Marguerite qui est au large de Cannes. Propriété qui est allouée d'ailleurs, je crois que c'est un truc du genre plus de 200 000 € la semaine. Voilà. C'est pas pour les bourses de tout le monde, quoi. Ouais, c'est pas le petit hôtel Formule 1 justement, sans mauvais jeu de mots, qu'on trouve au bord d'autoroute, quoi. Oh, je vais passer derrière, moi c'est bon. Tout ça pour dire que il a quand même un passif. Avant d'arriver en Formule 1, qu'il est déjà bien Géchard, qu'il a de l'argent, il y a du cash flow, quoi. Enfin, ça rentre. Voilà. Et donc, on va s'intéresser un petit peu plus à la Formule 1 cette fois-ci. Donc, quand il arrive en 2008, bon, Spiker était pour l'écurie de ouf, quoi. Hein. Et pour sa première année en Formule 1, alors il faut savoir que c'est le plus petit budget de la grille derrière Williams. Ils ont un budget vraiment très restreint, on parle de max 60 millions la saison. Ça représente rien du tout de la Formule 1. C'est rien. Et c'est vrai que ça a toujours été l'écurie avec le plus petit budget, mais pas avec les pires résultats. Dans le sens où la première année, forcément, il marque un nombre de points équivalent à... Bulle. Voilà, 0. Parce que voilà, c'est la première année. Par contre, dès la deuxième année, ils vont commencer à marquer quelques points. Et puis il y a quelques résultats qui sont quand même assez surprenants. On parlera quand même d'une pole position à Spa. Oui, pole position à Spa. Pole position à Spa pour finir P2 au final, marquer des points, etc. Et là, ça commence à s'engranger. Ils finissent petit à petit 9e, 8e. Et puis, ils stagnent pendant quelques années à la 7e et 6e place du championnat constructeur, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une écurie avec un budget qui a jamais dépassé 100 millions d'euros à l'année. C'était quand même vachement surprenant. 100 millions, il faut faire tourner l'écurie. Il faut payer les ingés, il faut payer les pilotes, les caravanes là, qui vont autour du monde avec les voitures à l'intérieur. Donc, c'est quand même... Donc, c'est quand même très peu de budget. Mais là, on va arriver du coup, après ces 4 premières années, en 2012. Et c'est là que ça va commencer à être un peu la sauce. Pour une raison très simple, c'est que Kingfisher Airlines, vous savez, son attrape-femme, là, justement,
avec ses gros Airbus, etc. Où il disait bon, je vais pécho de la nana et tout. Et ben finalement, liquidation. Ouais. Pour une raison très simple de chèque sans provision. Et là, c'était qu'un début. Et là, c'est que le début. C'est qu'un début. Déjà c'est qu'un début parce que typiquement, il a une ardoise à ce moment-là de 2 milliards d'euros. Ça veut dire que pendant toutes les années du coup de circulation, vous allez devenir fou. 2 milliards d'euros, ça veut dire que la société perdait plus de 700 000 euros par jour. Et pourtant, ils avaient déjà justement encore agrandi et se placer en 2e position des vols en Inde, parce qu'ils avaient fusionné du coup en 2008 avec Air 2. Voilà. Déjà une première daube, 2012, mais tout va bien. Vijay retourne à la banque. Bonjour Monsieur Vijay. Bonjour. Je suis pas très satisfait de vous quand même là. Ouais, mais écoutez, c'est une mauvaise passe. Laissez-moi 1 milliard, je vais régler le problème. Ok, tenez. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et donc c'est comme ça que Vijay récupère 1 milliard d'euros pour justement combler ses dettes. Au final, je crois qu'il a 17 banques derrière lui à l'heure actuelle. Donc ça fait un sacré paquet de banques. On pourrait s'attendre à ce que Vijay, homme intelligent et homme d'affaires accompli, commence à rembourser la première banque. Mais non. Non, je veux pas. Pourquoi faire? Il va investir tout dans la Formule 1. Alors qu'en fait, on sait tous que la Formule 1, c'est un gouffre. Oui. C'est un puits sans fond, en fait. Vous pouvez aller très très loin, très très profond. Suite à ça, alors, il est quand même un peu dans la merde, etc. Notez que 2012, le moment où Kingfisher Airlines s'arrête, c'est la première saison, du coup, avec Force India, d'un certain Nico Hülkenberg, qui est quand même un pilote avec pas mal d'expérience. C'est le premier gros pilote, vraiment, dont on se souvient, que signe Force India. Mais typiquement, donc, c'est la première saison où il y a un résultat quand même, où ça commence à finir 6e, etc., marqué du gros point. Voilà, ça se bat vraiment chez Force India. Donc, c'est vrai que d'un autre côté, Vijay, on ne pouvait pas lui enlever, il avait un peu raison d'y croire. Ouais, les résultats suivaient, il y avait une belle évolution, c'était voilà, un peu optimiste quand même, mais il avait un peu raison d'y croire. Optimiste quand même, mais bon, c'est vrai que voilà, on dit bon bah allons-y quoi. Puis le mec s'est entêté et regarde au final, avec le plus petit budget, il a réussi à faire des grosses... trop mal quoi. Ouais, respect. Semi-respect. Semi-respect, parce qu'il y a quand même quelques limites. Oui, bah tiens. Donc en parlant de ça justement, bah bon, les poursuites judiciaires étant en cours vis-à-vis de la dette, etc. Donc pour l'instant, Jay n'est pas plus inquiété que ça, mais bon, il a quand même envie de se remonter un petit peu le moral. Et bien il va commencer à faire construire un gratte-ciel à Bangalore en Inde. Là vous dites c'est normal. C'est normal. Bon bah voilà, il fait la Kingfisher Tower, l'aéronautique, la F1, successful. La prochaine étape c'est le gratte-ciel. Voilà. Mais attendez, parce que ce n'est pas qu'un simple gratte-ciel. Je pense qu'aucun milliardaire n'a le même. Il a fait percher une villa de 400 mètres carrés au sommet, avec jardin et vue panoramique 360 degrés sur toute la ville. Sans compter qu'après, 2 ans plus tard, en 2014, on mettra l'arrivée d'un pilote quand même assez porteur pour l'écurie, puisque c'est celui qui a engendré les meilleurs résultats, et aujourd'hui qui est le coéquipier d'un certain Max Verstappen, Sergio Pérez. Et oui. Sergio Pérez arrive chez Force India en 2014. Donc là, gros point, etc. Là, il y a eu 3 saisons, 2 saisons, je crois, 3. Il y a eu 3 saisons, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, là il est au max, il fait putain de résultats, il n'a jamais enregistré ça, etc. C'est génial. Et d'un autre côté, c'est de plus en plus la merde. Parce que en 2016, il est obligé d'aller s'installer à Silverstone, 1 ou 2 mois avant que son passeport soit annulé. Et qu'il ne puisse plus partir de l'Inde en fait. Donc là, ça c'était vraiment pour fuir globalement les petites responsabilités judiciaires qui le lient à l'Inde. Exactement. Et pour éviter l'extradition. Donc là, ça commence vraiment à être de la merde. Ça commence à chauffer pour son matricule. Mais bon, il arrive à se baquer en disant « Oui, mais je suis victime d'un complot, etc. C'est des gens malveillants. » C'est toujours comme ça, les mecs qui font n'importe quoi. C'est un complot. Moi, je suis un homme bien. Je suis droit dans mes baskets et tout. Frérot. Arrête. Tu t'enfonces. Plus t'avances, plus tu t'enfonces. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore allé trop chercher dans ces merdes. On n'a pas trop creusé, parce qu'en fait, bon là, ça reste en surface, tout le monde le sait, etc. Mais
c'est pas fini véritablement pour après la saison où Sergio Pérez est arrivé, ça notera aussi la fin du V8 en Formule 1. Donc on rentre sur l'ère V6. Ah, ça me met des frissons dans le dos là avec le bruit. Ouais, mais bon. Les voitures Dyson quoi. Chut. Non, on est en train de s'égarer. Ouais, je sais. On est en train de s'égarer. On fera une autre vidéo là-dessus. Ouais. Mais ça, moi, juste, j'aime bien. Quel son de F1 vous préférez? Dites-le en commentaire. Ouais, moi je sais. Ouais. Putain, j'ai vraiment pleuré. Mais donc, du coup, d'excellents résultats, etc. Et ils vont jusqu'à faire P4 au championnat constructeur. P4, sur ces 2 années-là avec Hülkenberg. Sur ces 3 années, donc de 2014 à 2017. 3 années, ils finissent par faire P4 avec la VJM 009. Alors ce qui est marrant, c'est que là, du coup, ça veut rien dire, hein. Sauf que si vous prononcez tout simplement lettre par lettre en anglais, ça fait VJM pour Malia. 009. Enfin, 09, c'était la 9e saison de la voiture. Et c'est bien trouvé. Le mec avait un boulard comme ça. Et des couilles comme ça. Bon. Et un compte en banque. Comme ça. Très fin. Très skinny, hein. Fin. Pas aussi skinny que lui. Non, non. Monsieur est un bon vivant. Monsieur est un bon vivant, quand même. Voilà. Nico, on parle quand même d'un mec qui avait en permanence 2 personnes autour de lui. Un pour lui tenir son verre de whisky, et un autre pour son cigare et son sandar. S'ensuit du coup cette suite de très bons résultats. Sauf que il estime que du coup, Nico Hülkenberg est un pilote un peu en déclin en 2017. Là, ça commence à sentir un peu la daube, parce qu'il est vieux, il a toujours rien gagné, c'est un peu chiant par rapport à Sergio Pérez qui est quand même plus performant, un peu plus jeune. Et donc il décide de renouveler, et là il y a un pilote de l'académie Mercedes qui est quand même plutôt intéressant. Et c'est, alors le début, il a déjà fait une saison en Formule 1 très courte avec 9 courses, dans une précédente écurie. Et là, Vijay va décider de donner sa chance à ce jeune qui n'est autre que Esteban Ocon. Pour le coup, je pense que, mine de rien, il n'a pas fait que du mal. C'est bien d'avoir donné sa chance à ce genre de pilote, pour avoir des pilotes français un peu sur la grille, parce que c'est vrai que sur les années 2000, bon, il y avait Romain Grosjean, etc., mais ça n'a jamais fait des gros résultats. Malheureusement, les pilotes français n'ont jamais eu trop de chance, j'ai l'impression, vis-à-vis des écuries qu'ils ont pu fréquenter, ou alors n'ont pas su la saisir au moment où ça leur a été donné. Important, ouais. Hashtag Pierre Gasly. Mais en tout cas, du coup, première saison en 2017 pour Esteban Ocon, aux côtés de Sergio Pérez. Et là, la saison 2017, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, parce qu'au final, bon, c'est pas comme si notre cher Vijay national était parti vraiment s'exiler du jour au lendemain à Silverstone en Angleterre, et qu'il ne venait plus à aucun autre Grand Prix que celui de Silverstone, donc au Royaume-Uni, parce qu'il y avait des risques qu'il soit extradé. Moi je trouve que le move était clever de sa part, en mode moi je surveille au plus proche de la piste le développement de mon auto, quoi. Ouais. Non, c'était intelligent. C'était intelligent. Puis, au final, bon, en vrai, il y a pire que de vivre à Silverstone, parce que de toute façon, tous les headquarters de toutes les écuries de F1 quasiment sont là-bas. Et il y a quand même un GP qui est fucking historique. Historique, même si en gros, on aurait fermé notre gueule aussi si c'était installé à Monaco ou proche de Monza. Oui. Après, Silverstone, franchement, le tracé, moi, il me... Ouais, mais Silverstone quand même plus intéressant en termes de tracé et de dépassement que genre Monaco. Parce que Monaco, on s'est fait chier. Bravo Charles d'ailleurs d'avoir gagné. Félicitations, tu as gagné la maison, etc. Mais c'est vrai que bon, il y a peu de dépassement. Mais en tout cas, toutes mes félicitations, parce que c'est quand même pas un tracé facile. Non, mais c'est pas spectaculaire. Mais en tout cas, félicitations à toi, Charles. Un jour, tu veux venir faire une vidéo, avec grand plaisir. Grand plaisir, oui. Le mec espère un peu trop, quoi. Voilà. Si on peut aussi faire un petit tour et faire un essai de ta Formule 1, ce sera encore mieux. Mais déjà, viens dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, fais une apparition, un vocal, fais-nous un FaceTime. Envoie un DM, calcule-nous. C'était un peu désespéré. C'était un peu désespéré, mais bon, ça mais c'est un message qui doit passer, c'est comme la sponsor. Hein. Du coup, voilà, la saison 2017 se clôture avec... Enfin, se clôture pas, mais en cours de saison, il y a quand même, là, officiellement, la véritable demande du gouvernement indien au gouvernement britannique de livrer... Rendez-le nous.
pour extradition. Donc là, s'ensuit vraiment une grosse procédure. Il va être au centre. Donc la FIA va commencer à mettre son nez dedans et puis ça va commencer à tourner un peu dans la merde en 2018. Quoi. Ouais. Ça va brasser la daube. Ouais. Bah après, quand un État vient de voir et te dit bon, fini les conneries là, rendez-le nous parce que il se fout de votre gueule, mais il se fout aussi de notre gueule depuis bien trop longtemps. Faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser passer ce genre de comportement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que le plus drôle est maintenant. Le plus drôle est maintenant. C'est une rockstar. Pourquoi? Parce que la saison 2018 commence, donc les saisons commencent aux alentours de février-mars. En avril, il est condamné par le gouvernement maltais à devoir verser 650 000 €, qui correspond au salaire des 24 membres de l'équipage de son yacht qu'il a abandonné depuis septembre 2017. Mais donc ça c'est la première emmerde, mais vous allez voir globalement en un mois de temps après, finalement c'est une problématique qui a commencé à venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a balancé chez Force India pour qu'il paye, parce qu'il y avait quand même des ardoises conséquentes, on ne le savait pas, hein, ça continue à tourner en soum-soum. Justement, c'est quelque chose qu'on peut apercevoir dans la première saison de Drive to Survive de Netflix. Quand il se barre à Silverstone, c'est que déjà tous les ingénieurs et les mécanos n'ont pas été payés aussi depuis 6 mois. Alors, on paye pas on paye pas les gens dans le bateau, mais on paye pas aussi les gens dans l'écurie. Si ce n'était que les gens dans les écuries, parce qu'au final, ça, entre guillemets, c'est le petit peuple, ça se remplace. Oui. Je vais être méchant, vulgaire, hein. C'est quand même beaucoup de monde, etc. C'est des gens ultra qualifiés, qui en plus faisaient des résultats de dingue avec le pognon qu'ils avaient, donc vraiment très géniaux ces personnes-là. Mais ils se sont fait chier dessus. Tout comme Sergio Pérez. C'est lui qui a demandé à... Tu chies pas sur ça. À la FIA du coup de mettre hors d'état de nuire sous administration judiciaire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il lui devait 3,4 millions € de salaire. Et si ce n'était que ça, parce que attendez, ça, c'était quand même une bonne idée de Boucave. Il y a quelqu'un aussi qui est arrivé qui a dit oui, c'est vrai qu'il nous doit de l'argent. Et ce quelqu'un, c'est nul autre que Mercedes, voilà, à qui il doit 10 millions € cette fois-ci pour tout ce qui est power unit, son bloc moteur, boîte de vitesse. DJ, allô, la boîte de vitesse. Mais bon, comme on dit, jamais 203. Jamais 203. BWT, le sponsor, vous savez, la couleur rose, qui arrive et qui dit oui, mais nous aussi nous doit de l'argent. Donc, alors pour le coup, on n'a pas de précision sur la somme exacte, mais qui affirme que le sponsoring était fait sous forme de prêt à l'écurie. Au final, 2018, on a l'image d'un DJ complètement pris sous la foule à Silverstone qui dit non, je ne vendrai jamais Force India, il n'y aura pas de panneau à vendre, etc. Je crois que c'est 3 semaines après. Dans les taux. C'est fini. À un moment donné, oui. Tu vois pas... Et donc la FIA a fait en sorte d'avoir la transition la plus douce possible pour que l'écurie puisse rester en Formule 1 et subsister, laisser justement, il y a eu une prise en charge très rapide du salaire en fait justement des ingénieurs et mécaniciens qui ont été pris en charge très rapidement par la FIA avant de lancer un appel d'offres pour que finalement cette écurie Force India soit rachetée par Lawrence Stroll. On parlera de Lawrence Stroll aussi, je pense. Ouais, grave. Oh, il y a un petit sujet quoi. Et que devient Vijay? Que fait-il? On n'a pas vraiment de nouvelles. Eh oui. C'était quoi les dernières nouvelles, elles remontent à quand? 2018, 2019, on a eu un article en 2023, mais il refuse toujours de se présenter. Aux autorités indiennes, ouais. Donc, qui le traque. Hein. Il a pas fait un virement à son fils Si, il y avait eu une histoire à un moment qu'il avait fait un virement et qu'il voulait même redonner la tête du coup de l'écurie de F1 à son fils. Au-delà de la ligue de cricket, parce que c'est son fils qui a de la ligue de cricket aussi du coup, mais il y aurait eu un virement de 40 millions €, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Moi tu me les donnes tout de suite, j'arrête tout hein. Oui. Et puis toi aussi hein. Ouais. Garanti, on achète des baraques. Garanti. Ouais, mais on continue à faire des vidéos sur YouTube. Ouais, grave. Parce qu'en vrai ce serait trop cool. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais on ferait une GMK 10, tu vois. Ouais. Ça serait pareil. Ah ouais, ça serait trop bien. Coucou tonton GMK, si tu nous regardes un jour. Nous on passe à Monaco quand tu veux. Ouais, nous vente. On va juste poser des CP parce que, vous voyez, malheureusement, on a un employeur, mais oui. On n'est pas si libre que ça. Mais si tu as une fourchette, une fenêtre de tir, tu nous dis et nous, ça rentre. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. Pensez encore une fois à vous abonner
à appuyer sur la cloche des notifications, à mettre aussi un pouce bleu. Lâchez pouce bleu s'il vous plaît. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi du coup, à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. On est aussi sur TikTok, mais on n'a pas trop de la gêne TikTok. On essaie. On s'essaie au TikTok. On s'essaie. Et on a aussi quelque chose de super pertinent, et ça, personne ne le fait. Suivez-nous sur Radio Arbracam sur Deezer. Exactement. Et ça. Le lien dans la description, et vous allez voir, c'est une playlist pour tant cruiser. C'est une playlist à écouter en voiture. On vous embrasse. On vous aime très fort. Et à très vite. Ciao. Ciao.